Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Mohamed Bazoum prend la direction de Taoua, située dans le centre-ouest du Niger. Le candidat du parti au pouvoir multiplie les rencontres avec les populations pour présenter son programme et ses actions sociales à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle. Le Burkina Faso lance un plan humanitaire d'urgence pour venir en aide à plus de 2 millions de personnes vulnérables. Une décision prise par l'exécutif suite au mouvement de population qui sont la conséquence directe des attaques terroristes répétées perpétrées dans le pays. Et l'emploi au Cameroun fait partie des défis que les autorités doivent relever, notamment en ce qui concerne le chômage des jeunes. De nouveaux efforts doivent être déployés en ce sens afin de stimuler la croissance économique nationale. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est de retour au pays. Le chef de l'État algérien est rentré ce vendredi 12 février après un mois d'hospitalisation en Allemagne pour subir une opération au pied. Rappelons que le président algérien était déjà parti en Allemagne fin octobre 2020 pour se faire soigner après avoir contracté le coronavirus. Il y était alors resté près de 2 mois avant de rentrer pour une dizaine de jours fin décembre, début janvier, et enfin de regagner Berlin pour cette intervention au pied. Des absences qui ont soulevé beaucoup de questions sur la stabilité du pouvoir. Maintenant qu'il est de retour, Abdelmadjid Tebboune devra notamment s'occuper de la nouvelle loi électorale à faire adopter au Parlement en vue d'organiser les élections législatives et locales d'ici la fin de l'année, ainsi que de la crise économique et sociale qui touche le pays. Les candidats Mahaman Ousmane et Mohamed Bazoum continuent de battre campagne au Niger en vue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, s'est récemment rendu à Taoua, dans le centre-ouest du pays, pour décliner les grandes lignes de son action sociale qu'il compte exécuter s'il est élu. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. En campagne pour le second tour de la présidentielle dans la région de Taoua, au centre-ouest du pays, la coalition Bazoum 2021 et alliés ont organisé un grand meeting dans la commune urbaine de Taoua. Le candidat Mohamed Bazoum a tenu à remercier les militants de son parti, le PNDS Tareya, et les alliés pour l'avoir crédité de 650 000 voix pendant le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Yo! Aujourd'hui, je suis ici avec les politiciens les plus aguerris du Niger, qui ont du monde avec eux, Albadé Abouba, Séni Omar. Ce second tour de la présidentielle, c'est celui de la victoire. Nous allons gagner ces élections. Mohamed Bazoum a présenté son offre politique, notamment ce qu'il entend faire aux Nigériens dans tous les domaines. Entre autres promesses du candidat du PNDS Tareya à Tawa, la création du tronçon Dogondouchi-Sernawa, un hôpital de référence dans la ville, des investissements dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, mais également les infrastructures. Tous les engagements que le président Issoufou a faits, nous allons faire encore plus par la grâce de Dieu. Nous allons le réussir car nous avons les moyens financiers pour le faire. Nous allons faire plus que ce que le président Issoufou a déjà fait. Pour rappel, Mohamed Bazoum, arrivé en tête au premier tour avec environ 40% des voix, sera face à l'ancien président Mahaman Ousmane le 21 février 2021 pour le second tour de la présidentielle. Également dans l'actualité au Tchad, l'entente sur la présentation d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 11 avril n'aura pas fait long feu. Le parti de l'opposant Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, a décidé de se retirer ce vendredi 12 février du groupement des 15 partis d'opposition
constituant l'Alliance Victoire. Suite à ce retrait, la formation politique a désigné Saleh Kebzabo candidat à la présidentielle, et ce quelques jours seulement après la désignation du candidat unique de l'Alliance Victoire, Théophile Bongoro, censé représenter l'ensemble de l'opposition face au président sortant Idriss Déby Itno, candidat à un 6e mandat présidentiel. Malgré ce retrait, Saleh Kebzabo a tout de même annoncé que son parti rejoignait l'appel à manifester ce samedi 13 février lancé par l'opposition. La République du Congo connaîtra sa prochaine élection présidentielle le 21 mars. C'est dans ce contexte que la Direction générale des affaires électorales a procédé le 8 février à la clôture de l'opération d'enregistrement des candidatures. 8 dossiers ont été validés, dont celui du président sortant Denis Sassou Nguesso. Alors, qui sont ces challengers? Élément de réponse avec Amenedj. Ils sont au nombre de 8 à entrer en liste dans le cadre de la prochaine présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo. L'opération d'enregistrement des candidatures a été bouclée par la Direction générale des affaires électorales le 8 février. Parmi les personnalités politiques concernées, le président Denis Sassou Nguesso a 77 ans, en est à son 4e mandat depuis 1997. Je crains fort que les prochaines élections présidentielles au Congo-Brazzaville soient un rendez-vous manqué de renouvellement de la classe politique de ce pays, meurtri par une démocratie ethno-tribale, cristallisée parfois par la violence politique. On se rappelle déjà des tensions entre le professeur Pascal Lissouba et l'actuel président Denis Sassou Nguesso et Bena Correa en 1997. Et la majeure partie des candidats, y compris Mathias Zon et également le fils aîné de Bena Correa, sont tous des anciens du système politique. Il est donc évident en réalité que les personnalités politiques ne seront pas jugées sur la capacité. Il s'agit réellement du procès de tout un système politique qui a été mis en place. Parmi les challengers du président de la République du Congo, Dave Mafula, 38 ans, est le plus jeune des candidats. Déchu aux législatives de 2017, il est surnommé le candidat de l'audace. Mathias Zon a été ministre des Finances entre 1997 et 2002. Il vise la magistrature suprême à 73 ans. Dans la foulée, Guy Brice Parfait Kolelas, qui s'est classé 2e à la dernière présidentielle, entend remporter ce scrutin. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso se verra compétir avec son ancien aide de camp Albert Onyangue, le député à l'Assemblée nationale Joseph Kiyombi Kiyambougou et l'inspecteur principal des douanes Angios Gangia Ngambe, sans oublier Michel Mboussi-Ngouari, candidat de la Convention des partis républicains en 2016. Je crains fort que ce scrutin présidentiel soit boycotté par l'ensemble des Congolais, car il n'y a quasiment pas d'enjeu. Vous avez une opposition désunie, un manque de stratégie cohérente d'alternative au pouvoir. Chacun des candidats a versé la caution de 25 millions de francs CFA, l'équivalent de 38 000 € pour participer au scrutin. Pour l'heure, certaines grandes instances émettent des réserves sur l'organisation, la transparence et la crédibilité de cette élection. À noter que selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle pour la dernière fois en 2026. Les populations sont les premières victimes des multiples attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso. Les mouvements de population rendent donc l'aide humanitaire nécessaire, raison pour laquelle le pays a lancé le 9 février un plan d'urgence humanitaire, un plan pour aider 2,9 millions de personnes vulnérables sur les 3,5 millions de personnes qui en ont besoin. Une mobilisation de 607 millions de dollars est souhaitée pour la réalisation de cette ambition. Plus de détails avec Mildred Yamou. Plan d'urgence humanitaire en faveur de la population burkinabé. Le 10 février 2021, le ministère chargé de l'action humanitaire à travers un communiqué a annoncé le lancement d'un plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2021 qui a pour objectif de venir en aide aux populations touchées par les conflits. Un projet qui nécessitera un financement de 607,9 millions de dollars selon les autorités.
C'est une avancée notable de la gouvernance des crises humanitaires dans l'espace sahélien. Si le Burkina Faso élabore aujourd'hui un plan national humanitaire, il s'agira d'apporter des réponses endogènes à une crise effectivement endogène. L'urgence aujourd'hui, c'est de voir comment le Burkina Faso pourra-t-il financer de manière pérenne ce plan humanitaire. Le communiqué du ministère en charge de l'action humanitaire indique que 3,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit plus de 5% de la population. Plus de 2100 écoles sont fermées dans le pays, ce qui prive plus de 307 000 enfants d'éducation, tandis qu'une centaine de formations sanitaires sont fermées, ce qui affecte plus d'1 million de personnes. Ce plan humanitaire ne peut réellement s'opérationnaliser sous le sceau de la transparence et de la bonne gouvernance que si la décentralisation est réellement effective au Burkina Faso, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut davantage impliquer les autorités locales de la distribution des services, car en réalité, ce sont les autorités locales qui connaissent mieux les populations qui vivent dans un désastre humanitaire. Ce plan d'urgence au profit du bien-être de la population bénéficiera en particulier aux populations des régions du Sahel, du centre-nord, du nord, de l'est, de la boucle, du Mouroun et du centre-est. Précisons que l'armée burkinabé mène actuellement des opérations antiterroristes dans plusieurs provinces du pays afin d'améliorer la situation sécuritaire dans ces zones. Au Cameroun, au lendemain de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, le constat est clair. Le marché de l'emploi offre peu d'opportunités à la jeunesse. Une jeunesse qui constitue pourtant la moitié de la population. Les jeunes sont plus souvent touchés par le chômage et le sous-emploi comparé aux adultes. Redresser la courbe de l'emploi s'avère être nécessaire pour stimuler la croissance économique nationale, comme nous l'explique Mildred Yamou. Le chômage de la jeunesse gagne de plus en plus de proportions inquiétantes au Cameroun. Ce problème touche principalement la population âgée de 15 à 34 ans, avec un taux de chômage de plus de 30% et une sous-employabilité qui cumule à plus de 70% selon les données gouvernementales. Depuis plusieurs années, les autorités s'efforcent de relever les défis de l'emploi jeune à travers divers programmes d'autonomisation afin de réduire la pauvreté dans le pays et stimuler la croissance économique. L'État doit rationaliser l'emploi au niveau de la fonction publique. En réalité, pour résoudre le problème de l'emploi au Cameroun, il faut d'abord attaquer un problème réel qui est la corruption. Il faut que les gens puissent réussir à la fonction publique grâce à leurs compétences. De l'analyse des experts, il ressort que l'accès à la terre, au capital, au financement, à la technologie et au marché est limité. Par ailleurs, les jeunes disposent d'un niveau d'études et de qualification insuffisant, ce qui aggrave le chômage. Même si les emplois modernes rémunérés se multiplient, le secteur informel restera le principal employeur et moteur de la croissance. Il est donc question d'accroître la productivité dans les secteurs informels, agricoles, industriels et de services, favoriser l'accès au crédit et l'inclusion financière pour améliorer les conditions de vie des jeunes. La deuxième échelle qui est la plus importante, c'est l'auto-emploi. Il faut identifier dans chaque département des jeunes qui travaillent, qui prennent des initiatives et qui ont besoin de financement. Leur accorder des financements réels et non de l'animation politique. Quand on aura identifié dans chaque département ou dans chaque région des jeunes et qu'on aura créé des nouveaux jeunes hommes d'affaires prospères, ça va marcher. Alors que le Cameroun célèbre la 55e édition de la fête de la jeunesse ce 11 février 2021, les autorités se donnent pour priorité l'intégration de la jeunesse dans ces stratégies de développement. Des efforts considérables sont consentis par l'État en vue de satisfaire les besoins d'éducation, de formation et d'insertion socio-économique. Cette volonté politique s'est concrétisée par la mise en œuvre d'un plan d'action national pour l'emploi des jeunes en 2008. La Coupe du monde des clubs de la FIFA s'est tenue du 1er au 11 février au Qatar. C'est le club allemand du Bayern Munich qui a remporté la compétition, mais le club égyptien Al Ahly n'a pas démérité. Le champion d'Afrique a terminé sur la 3e marche du podium. Retour sur cette compétition internationale avec José Douglas.
Il faut d'abord noter que cette épreuve rassemblait les clubs champions des 6 confédérations continentales de football. Cette année, ce n'était pas 7, mais 6 équipes qui étaient présentes. Celle d'Auckland, qui devait représenter l'Océanie, a dû renoncer au déplacement. Et parmi les 6 équipes, notons Palmeiras du Brésil, Tigre du Mexique, Al-Ahly de l'Égypte, Island Udai FC de Corée du Sud, Bayern de Munich d'Allemagne et le champion du pays hôte, Al-Duhail SC du Qatar. Après avoir battu Al-Duhail SC du Qatar 1-0, les Égyptiens d'Al-Ahly se sont fait battre par le Bayern 2-0 grâce à Robert Lewandowski qui inscrit les 2 buts de la victoire pour propulser son équipe en finale. Avant la finale, les Égyptiens d'Al-Ahly battaient sur tir au but 3-2 les Brésiliens de Palmeiras pour la 3e place 0-0 au temps réglementaire. En regardant jouer Al-Ahly, on s'aperçoit que Mo Salah n'est pas un cas isolé, mais plutôt la preuve des progrès accomplis par le football égyptien pour former des joueurs de plus en plus compétitifs. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Une équipe égyptienne d'Al-Ahly sur qui il faudra compter pour d'autres exploits sur l'échiquier continental. Nous devons reproduire ce genre de performance la semaine prochaine en Ligue des champions de la CAF et oublier ce que nous avons fait durant cette Coupe du Monde des clubs. Le Bayern remporte la finale 1-0 face au Tigre du Mexique d'André-Pierre Gignac et sans leur défenseur central Jérôme Boateng, frère de Kevin Prince Boateng, rentré d'urgence en Allemagne car son ex-compagne, la belle Kasia Lennart, a été retrouvée morte dans son appartement à Berlin. Boateng qui avait annoncé la fin de son aventure amoureuse avec Kasia Lennart, âgée de 25 ans. Selon la police, la thèse du suicide serait une hypothèse probable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.